Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est le retour de la rubrique Café Échec, donc une rubrique où on n'analyse pas de partie, on débriefe les résultats, on discute de certaines thématiques, voilà, on fait des petits débats. Alors c'est une rubrique qui pourrait éventuellement à un moment donné avoir lieu aussi en direct. Pour l'instant je l'enregistre, voilà, mais s'il y a des choses qui prête peut-être plus à discussion. Ça pourrait être un live aussi. Voilà, alors un débrief spécial Olympiade qui sont terminés hier en Géorgie à Batumi. Donc superbe compétition avec énormément de pays représentés, hein, puisque tous les pays qui le souhaitent peuvent s'inscrire, il n'y a pas de qualification. Donc contrairement à certaines autres compétitions sportives. Donc superbe fête des échecs, on peut dire, pendant 2 semaines. Donc c'était à Batumi en Géorgie, en plus grand pays d'échecs, notamment échecs féminins, mais bien sûr échecs en général, hein, c'est le pays de Badur Jobara, l'artiste, le grand artiste. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller voir un peu les résultats par équipe et individuel. Et puis ensuite, on regardera un petit peu aussi les évolutions du classement mondial à un mois du championnat du monde Carlsen-Caruana. Allez, donc au niveau des résultats, vous allez sur chessresults.com, hein, donc vous avez l'adresse en haut, voilà, puis vous avez l'Olympiade qui est juste sur la première page en ce moment. Donc bien sûr une section mixte, section féminine, ça prête à discussion bien sûr. Peut-être que dans le futur il y aura une seule section mixte. On sent que c'est l'évolution logique de l'histoire, mais c'est vrai que pour l'instant on n'en est pas encore là. Donc section mixte pour commencer, donc classement après 11 rondes, voilà, vous l'avez ici. Donc c'est la Chine qui gagne, qui reprend le titre aux États-Unis. Donc à noter la Chine qui avait gagné déjà en 2014, les États-Unis en 2016, c'est tous les 2 ans les Olympiades, et la Chine qui reprend le titre. Alors pour un cheveu, hein, pour le départage, ils ont le même nombre de points, c'est-à-dire 8 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. Donc quand même les deux équipes qui ont été battues sur un match dans les 11 matchs, mais il termine à égalité avec la Russie aussi, la Russie qui avait chuté de manière assez prématurée, c'est pour ça que c'était un peu dur pour eux de revenir au départage, même s'ils ont failli revenir, on voit qu'ils sont pas si loin. Donc podium, on va dire, logique par rapport à la force des équipes, hein, c'est les numéros 1, 2, 3, donc États-Unis tête de série, devant la Russie et Chine 3e. Donc le podium n'est pas une grande surprise. Alors il y a eu une surprise énorme dans cette compétition, c'est la Pologne. La Pologne qui a fait toute la course en tête, qui termine par une défaite ronde 10, donc avant-dernière ronde contre les États-Unis. Non, contre la Chine. Et puis un nul contre l'Inde. Donc bon, franchement, le parcours de la Pologne, donc si on clique, on peut voir le parcours de la Pologne, c'est un truc de folie. Donc certes... première ronde Guatemala, deuxième ronde Indonésie, donc c'est aussi ce qui fait un peu le charme de cette compétition, mais bon, un charme parfois discutable puisqu'on voit les scores 4-0 souvent assez sévères. Nous aussi on a commencé par 2 fois 4-0 si je ne m'abuse, équipe de France. Puis alors après, bon, le Portugal, ils ont eu un peu de mal à gagner, avec notamment la défaite de Duda contre Galego, un grand maître portugais, pas très connu. Et ensuite, ils ont enchaîné, enfin, ils se sont fait un parcours du combattant, quoi. Ils ont joué la Russie, ils ont gagné. C'était un petit coup de tonnerre, hein, la Pologne qui bat la Russie. Ensuite, ils ont joué la France, ils nous ont séché 3-1. Ça nous a mis un bon coup d'arrêt sur la ronde 5, alors qu'on était à 4 sur 4. Ils ont battu l'Ukraine, qui a déjà gagné 2 fois les Olympiades au 21e siècle. Ils ont tenu l'Azerbaïdjan 2-2, ce qui est toujours très dur. Ils ont tenu l'Arménie 2-2, ce qui est toujours très dur. Ils ont fait un autre exploit en battant les États-Unis. Donc imaginez la Pologne, ils ont battu quand même la Russie et les États-Unis. Après, ils ont joué la Chine, ils n'ont pas réussi à survivre, c'était leur première défaite. Et puis, score final, dernier match plutôt, 2-2 contre l'Inde, encore un autre bon résultat. Donc, magnifique la Pologne qui finit seulement entre guillemets 4e, mais avec un parcours de malade. D'ailleurs, ils ont le plus gros départage, hein, vous voyez, 390. Le départage, c'est la force des équipes qu'on a affrontées. Ah, il y a l'Azerbaïdjan qui est juste devant, avec 402, mais sinon, enfin, bon, le départage, c'est aussi une histoire un peu spéciale, hein, parce que franchement, c'est très très discutable la manière dont ils se calculent.
Je veux dire, de manière logique, quand on regarde les parcours des équipes, la Pologne, c'est le plus gros parcours, quoi. Voilà. Donc voilà, l'Angleterre s'est faufilée à la 5e place. C'est vrai que c'est une compétition aussi où on peut parfois se faufiler par des mini sous-marins. Bon, ils n'ont pas fait le sous-marin, hein, l'Angleterre quand même, on peut dire que... Enfin, peut-être légèrement au début, mais quand même ils étaient devant, ils jouaient des grosses équipes. Belle équipe d'Angleterre qui a tenu le nul 2-2 aussi contre nous. On est à peu près du même niveau, hein, que l'Angleterre, mais voilà, finir 5e, c'est pas facile. L'Inde a très bien joué avec Anand, le retour d'Anand. C'était quand même le retour d'Anand, je crois qu'il n'avait pas joué depuis une quinzaine d'années, quelque chose comme ça aux Olympiades. Donc ils ont une équipe magnifique, l'Inde maintenant, hein, si on regarde. Donc vous voyez, il y a Anand, il y a Hare Krishna qui est un joueur de premier plan depuis de nombreuses années, et puis il y a les jeunes qui montent, Vidit Adiban. Ils sont encore très jeunes, ils montent très fort. Et puis c'était complété par l'expérimenté Sasi Kiran. Voilà, l'équipe d'Inde qui était très solide. Le Vietnam, un peu la surprise là, hein. Ils sont revenus un peu de l'arrière quand même. Je sais pas trop pourquoi ils ont un départage à 379 et nous 366 par exemple. Voilà, le départage c'est un peu mystérieux parce que en fait si tu mets des 4-0 ou des... Oups, désolé pour le petite gêne sonore. Je croyais avoir désactivé les notifications en plus. Donc, on peut dire que c'est bizarre le départage parce que quand tu mets des 4-0 ou des 3-1, des choses comme ça te booste ton départage. Bon, alors il suffit que tu joues des équipes un peu de second couteau, des seconds couteaux, tu mets des gros scores et ça te booste ton départage. Bon, ça n'a pas de sens en fait. Donc, aussi le système d'appareillement est discutable. Donc, il y a pas mal de choses discutables, mais bon, la compétition est comme ça depuis longtemps. Comme on peut dire, c'est la même chose pour tout le monde, hein. Malheureusement, ça débouche sur des choses un peu bizarres et des injustices au niveau du départage, au niveau des appareillements. Donc, faudra une réforme un jour, c'est forcé, parce que là, c'est un peu bizarre. Bon, Arménie, toujours là, Arménie, une équipe magnifique d'Olympiades, puisqu'ils ont gagné 3 fois les Olympiades, en 4 éditions, je crois. C'était vers les années 2006, 2008, 2010, des choses comme ça. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Un petit pays comme l'Arménie, qui a une culture énorme échiquienne, qui a gagné 3 fois les Olympiades depuis une quinzaine d'années, alors que la Russie n'a pas gagné depuis 2002, quoi. Imaginez le truc, quoi. Donc oui, la Russie qui échoue une nouvelle fois, on peut dire quand même. Nouvel échec, c'est le combienième de suite? C'est le 9e de suite ou quelque chose comme ça, pratiquement 8e de suite peut-être. Voilà, donc bon, bah, nous on a fait un très beau parcours, l'équipe de France, on finit 9e, pas très loin de notre meilleur résultat de l'histoire, hein, puisque notre meilleur résultat c'est 7e. Donc bon, ça se joue au départage, hein, on est 6e ex aequo en vérité. Donc on a fait un parcours tout à fait honorable. On était très bien parti avec 4 sur 4, donc on s'est fait sécher par la Pologne en ronde 5. On a un peu marqué le pas dans un match qui était mal embarqué contre l'Angleterre. On a finalement arraché le match nul 2-2. On a super bien rebondi dans la foulée en battant la Hongrie, toujours très dur à battre, de Peter Leko, avec une partie spectaculaire de Maxime Bachelagrave. On a battu l'Ukraine, qui est, comme on a dit, une équipe expérimenté de l'Olympiade, mais bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas mis Ivanchuk ce jour-là. Bon, c'est leur choix, hein. Et puis, on aurait peut-être gagné quand même. Et puis, oui, il y a quelques années, ils avaient encore Karyakin, ils avaient un Ponomaryov en pleine forme. Là, maintenant, il est un peu semi-retraité. Donc, bon, une équipe toujours forte, mais moins qu'avant. Mais c'était quand même une très belle perf de les battre. On était un peu déçus de faire un 2-2 contre l'Allemagne, nos voisins, avec une défaite de Maxime Bachelagrave contre Nizipé à nous. Donc c'est vrai on était super mal embarqués en fait dans ce match. En vérité, 2-2 c'est plutôt pas mal payé. On était plutôt mal. En fait, c'est un peu un miracle 2-2 par rapport à la physionomie du match. On a gagné un match contre la Croatie en ronde 10 très important, avec une belle victoire de Laurent Fressinet. Et puis on a eu cet appareillement, bon, logique, hein, parce que voilà, à un moment il faut jouer une grosse équipe aussi. On avait joué 0 équipe du top 5, on joue la Russie en dernière ronde, on perd 2,5, 1,5 logiquement, parce que voilà, pendant longtemps on était vraiment mal dans ce match. Super victoire de Nepo sur Etienne, malheureusement. Voilà, bon, j'ai envie de dire 2,5, 1,5 contre la Russie, c'est honorable, même si évidemment
À la fin, c'est une défaite et ça nous casse un peu notre classement. Mais que dire, ils étaient plus forts. Franchement, sur ces Olympiades, on ne peut pas dire qu'on mérite le podium. On aurait pu l'avoir en gagnant le dernier match, mais on ne peut pas dire qu'on le mérite. Donc voilà. On est assez logiquement 9e, on a fait des belles Olympiades, on a joué souvent dans les premières tables, des grosses équipes quand même, comme Ukraine, Hongrie, on a vu Russie en dernière ronde, c'est sympa. Donc beau parcours de l'équipe de France néanmoins, on est devant l'Ukraine hein, quand même, voilà, une équipe comme ça, Azerbaïdjan qui est super fort, mais qui a une tête de série numéro 4, mais qui a craqué un peu sur la fin de tournoi. Voilà pour les Olympiades mixtes, donc un coup d'œil sur les médailles. Donc c'est les performances par Elo, par échiquier. Donc Ding Liren, chinois, donc en fait la Chine c'est la classe parce qu'ils ont médaille d'or, premier échiquier mixte et premier échiquier féminin. Et ils ont gagné les 2 compétitions, voilà, ils ont fait le doublé, on verra ça tout à l'heure rapidement. Je peux déjà quand même vous mettre la photo du doublé, voilà. Donc la Chine, c'était à la remise des prix là, devant la salle. Donc Chine mixte et Chine féminine. Le doublé, franchement c'est la classe de faire un doublé aux Olympiades. Donc magnifique équipe de Chine au pluriel. Donc les filles, les femmes étaient très fortes depuis longtemps au niveau des échecs féminins. L'équipe de Chine, mais les hommes sont maintenant premier plan d'une manière similaire, puisqu'ils ont gagné en 2014. Donc voilà, ça leur fait déjà 2 Olympiades dans l'escarcelle. Donc félicitations à cette équipe. Et donc Ding Liren qui gagne la médaille d'or juste devant Caruana. Donc c'est à la perf, hein, donc 2873 de perf pour Ding Liren dans ces Olympiades avec un 5,5 sur 8. Caruana 7 sur 10, 28,59 de perf. Donc c'est quand même la classe. À un moment, Caruana a failli rattraper Carlsen. Si je vous mets le classement mondial, regardez, il a 2832. Fabiano Caruana, seulement 6 points et demi derrière Carlsen. À un moment, il était revenu à 4 points et demi. Et il était, s'il gagnait Douda, il revenait à hauteur. Donc ça fait quand même combien d'années que Carlsen est numéro 1 mondial sans avoir été dépassé une seule fois. Je pense que c'est janvier 2010, quelque chose comme ça. Donc on se rapproche maintenant de janvier 2019. Donc voilà, ça va faire 9 ans. Si je ne m'abuse, ça fera bientôt 9 ans que Carlsen est numéro 1 mondial indétrônable. Et bon, là on est proche quand même d'un événement, parce que Caruana est très proche, et ils vont s'affronter tous les deux au championnat du monde dans un mois. Donc ça promet beaucoup, puisque Caruana est très en forme. Je vous montrerai aussi les performances de l'année 2018 des top joueurs. Mais voilà, je voulais dire un mot sur Caruana, c'est magnifique. Alors Ding Liren, un autre mot sur Ding Liren, premier échiquier de la Chine, qui est invaincu depuis 88 parties, à une ou deux près. Je ne sais pas si c'est le nombre précis. Si vous avez le nombre précis, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Il est invaincu en partie lente depuis 88 parties, donc c'est une série de mammouths. On se souvient qu'il y avait Wang Yue, un autre grand maître chinois très fort, très solide, qui avait également fait une série fantastique à un moment donné, peut-être 80 parties, je ne sais plus exactement. Pareil, si vous avez l'info, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Mais là, c'est impressionnant ce qu'il fait Ding Liren. Et donc il est à 2804, il gagne encore des points. Donc voilà, ouais, 2811. C'est son meilleur elo qu'il a jamais eu, hein. Ding Liren 2811. Mamedov aussi était à son meilleur elo qu'il a jamais eu à un moment, 2825, quelque chose comme ça. Donc ça pousse quand même fort derrière Carlsen, hein. Pendant quelques années, il était loin devant. Il y avait un moment 50 points d'avance, hein, pour Carlsen sur ses poursuivants, même peut-être plus, 60-70 points d'avance. Maintenant, ça pousse derrière quand même. Donc on a Anish Giri qui revient fort aussi, et Maxime Achelagrave, notre numéro 1 français, qui est 6ème. Voilà, donc simplement pour dire que Giri justement a eu la médaille de bronze du premier échiquier, juste devant Mamediarov, Anand, Vachelagrave. Donc vous voyez, en fait c'est très très lourd le premier échiquier au niveau du classement pour la médaille. Donc rapidement les autres médailles, donc le Vietnamien, surprenant Vietnamien Nguyen Coc Truong, alors c'est difficile de prononcer, hein. Je vous disais souvent Nguyen Son, je sais pas si qu'est-ce qui exactement, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement ne pas prononcer, ou ce qu'il faut tout dire compliqué. Donc Nguyen qui gagne avec Perfa 2800 quand même, hein. Voilà, donc juste devant Nepo qui a fait des grosses Olympiades pour la Russie. Rajabov qui revient en forme.
revient très en forme. Voilà, donc sinon on a George Ekory qui a écrasé le troisième échiquier parce qu'il a fait 7,5 sur 8, donc c'est monstrueux. Perf à 2925, donc lui il a la meilleure perf du tournoi en fait, tout simplement. Le Péruvien Cory qui va prendre pas mal de points et peut-être se rapprocher des 2700. Voilà, juste devant Kramnik, enfin juste devant, non, loin devant, loin devant, parce que Kramnik a fait une perf à 27,70, légèrement inférieure à son classement. Et puis Piorun, un des héros polonais, voilà, les Polonais qui ont fait vraiment des magnifiques Olympiades, et ils ont des joueurs qui ont surperformé, hein, d'accord, parce que comme Piorun, 2765 de perf. Voilà, à noter quand même ici le Emi Ouzbek, Yakouboyev, perf à 27,38 quand on est maître international, c'est chaud. Voilà, et puis il y a eu des normes aussi, donc notamment le jeune norvégien Christiansen qui a fait norme de grand maître. Oui, sa perf ici 26,02. Donc Friedman était bouillant pour l'Allemagne. On a Fressinet qui a réussi à le contenir, mais il était vraiment chaud, 7,5 sur 9. Donc médaille d'or du 4e échiquier devant Tomczak, deuxième héros polonais. Enfin, en fait, toute l'équipe de Pologne a été héroïque pendant ces Olympiades. Mais voilà, ils ont déjà deux belles médailles par échiquier. Piorun, médaille de bronze. Tomczak, médaille d'argent. Et puis Bou, le chinois, médaille de bronze. Ok. Derrière, on trouve Shankland qui a très bien joué aussi pour les États-Unis. Et puis 5e échiquier, Korobov pour l'Ukraine. Smirin, qui se rappelle un très bon souvenir pour l'Israël. Et puis Christian Bauer, voilà, magnifique, notre Français, qui prend la médaille de bronze avec une perf à 2743. Donc énorme, hein, 7 sur 9 pour Christian. Alors ça s'appelle 5e échiquier, alors que ça joue à 4 contre 4, hein, mais en fait les joueurs sont dans un ordre qui ne peut pas bouger. Et donc tous les joueurs numéro 5 sont dans ce classement de médaille pour 5e échiquier. Donc on voit qu'il y a des joueurs numéro 5 qui ont joué beaucoup de parties, hein, comme Christian, 9 parties, 8 parties, etc. Voilà, donc pour ces classements individuels, un coup d'œil sur le classement féminin. Donc on a l'équipe de Chine qui l'emporte à l'arraché parce qu'elle jouait contre la Russie, à la fin, et c'était un truc de folie puisqu'il y a eu un match décisif. Zhu Wenjun, qui est la championne du monde, contre Alexandra Kosteniuk, ancienne championne du monde. Et alors regardez, je vous montre, est-ce que j'ai la photo, je croyais l'avoir récupérée à un moment donné. Je vais vous la retrouver. Voilà. Donc Kosteniuk qui a réclamé une triple répétition de coups contre Zhu Wenjun. Donc l'arbitre est venu, les arbitres sont venus et tout, ils ont vérifié. Et en fait, c'était que 2 fois. C'était que 2 fois, et donc voilà. Ça n'a pas été accepté. Elle a continué la partie, elle a perdu. Enfin, elle était perdante à ce moment-là, en gros. Et voilà. Donc assez tragique la fin le dénouement de ces Olympiades féminines. Avec, donc si on remet le classement, tac, non, c'est pas là, c'est là, voilà. Donc la Chine qui finit à égalité avec l'Ukraine, un peu devant au départage. 3e, la Géorgie, donc pays d'échecs féminin, on l'avait dit, avec 2 championnes du monde qui ont été pendant une vingtaine d'années, pendant 29 ans je crois, à vérifier, je sais plus exactement, je crois pendant 29 ans, il y a eu 2 championnes du monde géorgiennes qui avaient le titre. À 2, elles avaient le titre pendant 29 ans. C'était Maizuradze. Ça, c'est Nino, notre joueuse française, qui a été 2 fois championne de France, mais c'est Mayashi Bourdanidze, hein, c'est pas si facile, et Nona Gaprindashvili qui ont été championnes du monde pendant très longtemps. Voilà, donc la Russie juste derrière, qui a perdu le dernier match, donc vous imaginez à quel point elles auraient pu gagner, les Russes. Puis voilà, et notre équipe de France, après un parcours difficile en sous-marin, malgré le fait qu'on ait une équipe magnifique, hein, avec 4e échiquier Sophie Minier, quoi, je veux dire, enfin Cécile a joué aussi, elle n'était pas en forme d'ailleurs, mais quand même l'équipe, c'est l'équipe max, enfin on peut pas faire mieux. Pauline, la championne de France, Pauline Guichard, Sophie Minier 6 fois championne de France, Almira, Marie, on avait l'équipe max, mais voilà, comment expliquer, je ne sais pas, peut-être que Mathieu Cornet à un moment pourra donner une interview, je ne sais pas, donner son sentiment. Bon, après, il faut dire qu'aussi, parfois, juste, on rate le tournoi, hein. On n'est pas en forme, même malgré une bonne préparation, il y a un stage de préparation, etc. On a l'équipe max, on a tout bien préparé, puis on arrive, et puis on rate, ça arrive. Voilà. Bon, il y a eu, bien sûr, aussi les médailles par échiquier
côté filles, on va pas tout montrer. Donc Zhu Wenjun simplement, voilà, pour montrer qu'elle a la médaille d'or aussi au premier échiquier. Maria Muzitchuk, on va citer juste les médailles d'or. Maria Muzitchuk, très forte joueuse pour l'Ukraine. Alors là, moins connue pour l'Azerbaïdjan, Balayeva. Excusez ma prononciation. Et puis Marina Brunello pour l'Italie, médaille d'or juste devant la chinoise Lei Tingley. Et puis plus surprenant, médaille d'or 5e échiquier pour la Jordanienne Boshra Al-Shaibi, 1979 Elo, perf à 2568, 8 sur 8. 8 sur 8, évidemment, ça te fait une bonne perf. Du coup, ouais, 8 sur 8, ça fait toujours un peu... Enfin, 100%, ça fait toujours un peu spécial pour la perf. Mais bon, bravo, 8 sur 8 quand même. Ok, donc on a bien débriefé les résultats des Olympiades. Donc, un coup d'œil sur le classement mondial. Bon, on a déjà vu, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'important. Donc, un an de retour dans le top 10, je crois comment il était légèrement sorti, à vérifier. Sinon, on a Nepo qui revient fort, on a Radjabov qui revient bien, et on a la chute de Nakamura. Nakamura qui était quand même dans le top 10, sauf erreur, peut-être à des moments il était 11e, 12e, je ne sais pas à vérifier, mais normalement il était dans le top 10 depuis 2011. Depuis 2011, et là il est sorti, mais il est sorti vraiment, hein. C'est-à-dire que maintenant, comme vous voyez, il a une vingtaine de points, il a plus de 20 points de retard sur le top 10, quoi. Il a presque 30 points de retard sur le top 10. Donc surprenant, il était complètement hors de forme. Les États-Unis ont quand même sauvé les meubles en finissant deuxième, hein. C'est pas facile quand tu as une de tes stars qui est complètement hors de forme. Voilà, sinon Yakovenko qui a beaucoup souffert aux Olympiades aussi, il a perdu 20 points, c'est énorme. Wai qui a beaucoup souffert, donc du coup les Chinois ils l'ont mis un peu au repos à un moment, ils ont commencé à le sortir de l'équipe parce qu'on voyait qu'il était hors de forme lui aussi. Ils ont quand même gagné les Olympiades avec un Wai hors de forme. Voilà. Voilà en gros, et puis donc ce que je voulais vous montrer pour conclure, je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus, c'est les performances de l'année 2018 des top joueurs. Donc on a Ding Liren qui est en tête, et puis comme vous remarquez, donc dans la colonne défaite, il a toujours 0, hein, donc il n'a pas perdu, mais en fait ça fait plus longtemps que ça qu'il n'a pas perdu, parce que c'est une série de 80 parties, là c'est que 43 parties en 2018, donc il y a aussi des parties de 2017. Donc plus de 40 parties, 2017 aussi. Donc voilà, il a une perf à 28,48, donc il est juste devant Carlsen, qui a une perf à 28,42. Sinon, on a Guiri, donc Guiri qui fait une superbe année, puisqu'il a perdu que 2 parties, et il a une perf à 2831. Et pour la petite histoire, pour ceux qui disent tout le temps Guiri fait que des nuls, parce qu'à un moment, c'est vrai qu'aux Olympiades, il avait fait 14 nuls en 14 parties, et il s'était chopé cette réputation, alors que franchement, c'est pas trop mérité, parce il peut avoir un style dynamique très intéressant. Et on le voit, la preuve ici quand même, c'est que cette année, son pourcentage de nuls, c'est 58%, et vous voyez par exemple Ding Liren et Carlsen qui sont à 69%, 67%. Donc Mamediarov, qui est quand même un joueur super flamboyant et intéressant à suivre, il a 69% de nuls. Comme quoi, vous voyez, il faut se méfier de ce qu'on croit, hein. Faut se méfier des préjugés comme ça, des images qu'on nous met dans la tête, parce que vous voyez, la vérité est autre, en fait. Donc Caruana, on le trouve à la 4e place avec 2124. Alors c'est intéressant, c'est que sur les 6 derniers mois, il serait en tête. Caruana avec 2851. En fait, ce qui lui a fait mal, c'est le Tata Steel. Tata Steel a complètement raté son tournoi, donc si on l'enlève, tout d'un coup, ça le remonte beaucoup. Voilà, en tout cas, elle a énormément joué, 75 parties, tout comme Mamediarov. Donc c'est les joueurs qui ont le plus joué dans cette liste. Donc on retrouve Maxime Vachier-Lagrave un peu en demi-teinte ici, avec 2762 perfs cette année. Voilà, juste derrière Shankland. Shankland qui confirme son titre de champion des États-Unis, hein. Pour être champion des États-Unis, c'est dur parce qu'il faut finir devant So, Caruana et Nakamura. Il avait réussi cet exploit cette année. Voilà, donc Nepo, hein. Nepo bien placé, à noter, hein, ici, à la 6e place de ce classement, impressionnant. Voilà, puis Yakovenko qui était en forme, mais qui a raté ses Olympiades malheureusement. Il est descendu dans ce classement. Et Zvidler qui n'a pas été sélectionné par l'équipe de Russie, il est là, dans les meilleurs performeurs de l'année quand même. Alors je ne sais pas si c'est vraiment tout exact, bon, c'est une source journaliste norvégien Tarjei Svendsen. Et puis voilà. Donc quand on voit ça, on se dit qu'on a vraiment hâte de voir le championnat du monde
Caruana Carlsen qui commencera le 9 novembre, donc c'est dans un mois hein, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous laisse avec l'écran pour soutenir la chaîne, voilà les vidéos gratuites. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce. Merci de votre attention et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!